Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très bon réveil à vous tous. Excellente matinée en notre compagnie, en compagnie de tout le programme que nous avons choisi pour vous ce matin. Nous sommes donc le mercredi 23 février. Le 23 février, c'est une journée très importante pour nous puisque c'est la journée nationale donc, de la Casbah. C'est une journée aussi où on doit s'arrêter sur cet édifice, un patrimoine historique, un patrimoine classé au niveau donc, de l'UNESCO. Ça a été classé et pour justement garder cette classification et surtout la protéger, il faut absolument donc que beaucoup de personnes s'y intéressent de très près, notamment les architectes. Nous allons parler justement de la sauvegarde de cet édifice avec un architecte qui sera parmi nous, parler aussi de l'avancée donc des travaux. Il nous parlera bien sûr de ces douirettes qui ont été restaurées. En tout cas, tout un travail d'une équipe, d'une belle équipe qui travaille sur la restauration de cet édifice qui a une histoire. Nous allons beaucoup s'intéresser à l'histoire également avec Ahmed Grigarsen qui sera là pour nous parler donc de sa rubrique. La rubrique qui touchera à toutes les personnalités qui ont marqué la Casbah. Lui aussi qui a donné une conférence autour donc des savants et chercheurs donc de la Casbah. Ça s'est passé ce samedi et au niveau de la citadelle d'Alger. Il nous en parlera, mais il nous parlera également de toutes ces personnalités qui ont marqué la Casbah. Ça sera très intéressant. Et puis nous aurons également à parler 4e art avec cette pièce théâtrale qui se projette donc cette fin de semaine avec Brahim Chergui comme metteur en scène. Il viendra donc nous parler de sa pièce théâtrale Basta, une pièce théâtrale en tout cas qui réunit beaucoup donc de comédiens et donc de personnes qui ont travaillé sur cette pièce théâtrale. En tout cas, une production bien attendue du Théâtre national algérien. Et nous aurons également sur notre plateau nos rubriques aussi. Mounia Ouiti sera notre invité aujourd'hui spécialement pour nous parler donc de cette nouvelle édition donc de Ma famille, ma vie, nouvelle saison avec nouveaux décors et surtout parler de ces nouvelles thématiques qu'elle aura à nous présenter cette année. Et puis on aura Aïmad Larmouri pour nous parler donc des cadeaux du 8 mars, bien sûr, la fête donc de la femme surtout, avec aussi des nouvelles start-up peut-être, hein, qui touchent aussi à la journée de la femme. Donc tout s'articulera dès maintenant autour de cette journée. Et puis on aura Liliane Nassar dans l'agenda culturel. Elle viendra nous donner les grandes lignes de la semaine culturelle ici en Algérie. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester bien attentifs. Comme je le dis à chaque fois, jusqu'à la fin de l'émission, 9h30 bien sûr. On va commencer tout de suite avec Amel Haribi pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Elle est en forme, comme chaque mercredi matin, comme chaque mardi. Elle est là toute la semaine pratiquement. Hein. Elle travaille, mais vous ne voyez pas parce qu'elle est en coulisses. Oui. Elle s'occupe de la météo. Vous savez, tout ce travail qui est nécessaire pour vous donner de bons bulletins. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Toutes vos équipes sont en forme? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Et ben, on va parler donc du temps qu'il va faire. C'est vrai qu'il fait chaud. Ouais, hein. C'est un temps printanier. Mais aujourd'hui, il fera plus chaud qu'hier. On n'est pas le 5 mars, hein, comme nous l'a dit Dida. On est le 23 février encore. Et il y en a qui vont fêter leur anniversaire pour la première, enfin, tous les 4 ans. Tous les 4 ans, ouais. Oui. Ceux qui sont nés le 29. Voilà, comme cette année par exemple. Exactement. Ils auront la chance, les pauvres, ils doivent attendre 4 ans. Je trouve ça bizarre. C'est dur, bon. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Allez, on va... il va faire chaud aujourd'hui, hein, je vais le dire. Hein. Ok. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le temps sera relativement chaud à l'ouest et par endroits sur les régions du centre, sous un ciel partiellement voilé sur pratiquement l'ensemble des régions nord, après dissipation de la brume matinale dans les vallées de l'ouest et le centre. Ailleurs, vers la moitié sud, le ciel sombrera le plus souvent voilé. Partout ailleurs, le temps restera dégagé à partiellement voilé, avec toutefois des saumons de sable cette fois-ci, tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Durant cet après-midi, eh bien, Météo Algérie prévoit des températures assez élevées, mais plus à l'ouest, avec un maximum de 25 degrés à Oran, 22 Tlemcen, 24 à Alger, 21 Tiaret, 20 degrés à Tizi Ouzou, 19 à Annaba, 17 à Constantine, 18 à Al-Bayad, également à Djelfa, 16 degrés à Batna, au sud 21 degrés à Biskra, 22 Gardaya, 23 du côté de Béchar et Lizy, 26 vers à Janet,
29 Adrar, également Tindouf, 30 degrés à Ain Salah et 37 degrés le maximum vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest, mais agitée sur les côtes centre et est. Les vents souffleront entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest, 30 à 50 sur les côtes centre, et les vents seront de secteur est à nord-est sur les côtes ouest et centre, 30 à 40 km/h sur les côtes est, et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique. On aura des pluies saisonnières parfois orageuses à Abidjan, également Tananarivo et Lusaka, partiellement voilées à Addis Abeba, Bangui, peu nuageux à Abuja et Windhoek. Le mercure affichera 28 degrés à Antananarivo, 26 à Addis Abeba et Nairobi, 25 à Lusaka, 23 vers le Cap, 33 à Kinshasa et le maximum cette fois-ci à Abuja et Bangui avec 38 degrés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Vous savez tout sur les nouvelles du ciel, bien sûr, et puis tout à l'heure, vous aurez d'amples, bien sûr, détails avec Amel Haribi pour le midi et le 19h juste après les journaux télévisés. Voilà, exactement. Le 29, ça ne sera pas pour cette année, Non, ça sera cette pour l'année année. prochaine. Le 24, ils pourront souhaiter donc un bon anniversaire. C'est en tout cas un bel anniversaire, puisque Bah c'est oui, fêté tous les 4 ans. Ouais, Ça sera une grande fête. Hein. c'est un peu bizarre, mais bon. Bon, en attendant, ça sera encore pour les 28 cette année. Inch'Allah, ouais. Amel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure. À tout à Pour l'heure. d'autres bulletins. On va vous laisser Bonne journée. repartir en musique avec Comme d'habitude. pas n'importe qui, un grand maestro, en tout cas de la chanson Cherbi. On l'appelle le cardinal, Haj Mohamed Lamra. Bien sûr, qui a beaucoup chanté au niveau de la Casbah. On vous invite à l'écouter. يا من بالغريب تبر وتحامي قليل الأحباب يا من بالغريب تبر وتحامي قليل الأحباب وفي العطا وتغني من كان فقير وين ما كان تلوف ضمير خرج من ضيق التدبير صادف الخير نعرف بأن خيرك الكثير على الدوام واجد وحجاب نور سترك بيه تغطى شقي وساعد واللي يستجب تسأله سيدو يقرب وعبدو غني ما يكون محتاج حاجة يخيب من يحسن ظنه فيك يكرم الكرامة يتنفر عرفت كل من دار الذنب يحق ليه العقاب عرفت كل من دار الذنب يحق ليه العقاب انا طمعت في رحمتك يا رحمن يقدم الجود والإحسان كيف طبعوا فيك الغفران للعصيان النقص من فعال العبد والكريم ما يواخذ الرحمة من فضل المولى تدرك كل واحد الحق ما شالو أنا دخيل بالبيت اللي يتواعد والحجاج حاشا يخيب يا كريم الكرامات كيف عمل اللي راح شباب وشاب ما تاب كيف
الأعمال اللي راح شباب شادد، لكن ظني فيك واعتقادك ما نفحك حسن رشادك، ولا ضرك قبح فسادي وضعف زادك. العالم يطرح مرغب على أنف كل جاحد. Voilà, en tout cas, ça va faire plaisir à tous les mélomanes du Cherbi et tous ceux qui se rappellent donc, de cette période, surtout les aînés, qui avaient pour habitude de célébrer les fêtes de mariage, les circoncisions, à travers, donc, dans la Casbah, avec des grands maîtres donc, de la chanson Cherbi, notamment la Hanqa. Eh bien, on l'accueille comme il se doit. C'est Ahmed Grigarsen qui revient chaque mercredi matin dans sa rubrique, la rubrique Savants et chercheurs. Aujourd'hui, il fera une petite entorse aussi. Il va nous parler de la Casbah, de son histoire et aussi des personnages qui nous ont marqué, qui ont marqué aussi leur passage à la Casbah. Bonjour Ahmed. Bonjour Amel, bonjour à tous les téléspectateurs. Naharkoum Mbarouk. Et bonne fête pour la Casbah. Oui. Plein de bonnes choses, Inch'Allah. Longue vie à la Casbah. Oui. Alors, vous qui êtes toujours dans vos livres à chercher les personnages, les personnalités, cette fois-ci, c'est assez différent. Vous vous êtes intéressé cette semaine, puisque vous avez fait un travail aussi. Vous avez été sollicité pour donner une conférence au niveau donc, de la citadelle d'Alger. Ça s'est passé ce samedi. Ah oui, ça, c'était merveilleux. C'était un honneur et une chance d'avoir l'occasion de présenter un petit travail comme ça de recherche sur l'un des grands savants de la Casbah, Cheikh Al-Hani Ben Smaya, ou à la citadelle. Donc quand on me demandait, le drame c'est que les gens ne connaissaient pas, on leur disait oui, la Casbah, ils ne comprenaient pas, on leur disait là où habitait Dey Hussein, la maison de Dey Hussein, c'est là qu'on va faire le Exactement. Et l'histoire de la gifle qu'il a donnée au consul, c'était bien fait, il mérite plus maintenant. Et donc voilà, donc c'était une journée merveilleuse. On a avancé parce que bon, on a choisi le week-end, on l'a fait le 19, samedi 19. C'est sous l'égide de l'association Fenwa Asala avec Madame Belkadi, Kharji et son mari, M. Belkadi. Donc ils ont organisé. Donc on a présenté deux grands savants de la Casbah, Cheikh El-Kamal, présenté par Madame Habib Al-Kamal, et moi-même j'ai présenté sur Cheikh Al-Halim Ismaïa. Et à la fin, on a terminé avec une petite séance de Saïd quand même, suivant la tradition algéroise. Donc voilà, donc tout ça c'est en fait une ville aussi ancienne que la ville d'Alger. Donc il y a la ville, il y a les bâtisses, il y a les fortifications, il y a les ulama, il y a les mosquées, il y a les madaris, il y a les traditions culinaires, traditions artistiques. C'est très riche. Et le patrimoine immatériel aussi. Le patrimoine immatériel qui renferme, bien sûr. Exactement. On a des traditions qui sont, je dirais, millénaires, comme par exemple la célébration du Mouloud qui a été conservée presque telle qu'elle depuis des siècles. Il y a les chansons que tout le monde chante, le répertoire andalou. Donc là, justement, je tenais à présenter cette image parce que ça, c'est les îlots, et ça, c'est pourquoi Alger a été appelé le Jazaïr. C'est comme ça qu'était, c'est sous l'amirauté maintenant. C'est là, donc au milieu, il y a maintenant actuellement la jetée Khairdin. Ça, c'est les différents îlots qui constituaient ce qu'on appelle maintenant, qui étaient juste devant Alger et qui ont donné l'origine du nom Alger. Donc, et ça, c'est la muraille, donc telle qu'elle était faite, avec les différentes portes, les 5 portes d'Alger, Bab el-Bahar, Bab Zira, Bab el-Ouad, Bab Jdid, puis Bab Azzoun côté sud. Là, on la voit dégagée de tout. Donc, c'est comme ça qu'était la muraille. C'est une fortification. Voilà. Et de l'autre côté, il y a aussi d'autres fortifications. Il y a Borj Njma, puis Borj l'Inglise. Et ça, c'est Alger, tel que présenté dans la carte de Piri Raïs, qui a été faite au XIVe siècle. Donc, on voit que la carte est assez épurée. Exactement, mais elle est fidèle, donc elle représente bien la ville d'Alger. On a les deux oueds, donc on a Oued el-Harrach et l'autre c'est un petit oued, je ne sais pas lequel. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'était Alger à l'époque. Et bien sûr, donc elle a connu beaucoup de
Elle est courageuse, la ville d'Alger, parce qu'elle elle a connu beaucoup de malheurs. Donc, il y a eu le séisme, beaucoup de séismes. Il y a le séisme de 1365. Beaucoup d'invasions, toutes sortes d'invasions. Bien sûr, il y a des occupations et occupations, parce qu'il y a des occupations, les anciennes occupations, elles n'étaient pas idéologiques. Donc, il y a des gens qui s'installaient, et puis qui, au final, finissaient par fondre dans la société et étaient absorbés à la fin par la société. Tel que, par exemple, l'arrivée des Ottomans en Algérie. Personne ne parle plus le turc maintenant actuellement, parce que même le madhab, leur madhab a disparu maintenant, ils sont tous devenus malikis, ils gardent juste quelques bribes, des traditions, leur nom de famille, sans plus. Mais l'occupation française, c'est quelques termes aussi qui sont rentrés dans le langage. Dans le langage, dans le dialecte. Ça, c'est la ville d'Alger à l'époque de la grande attaque de Charles Quint. C'est une refondation de la ville d'Alger. Parce que gagner contre l'empereur des chrétiens à l'époque, en 1741, n'a pas été un fait banal, il n'a pas été un fait anodin. Donc, parce que après son échec, Charles Quint tab. Donc, il a quitté le pouvoir, il a abdiqué. Ça a été une gifle aussi, exactement. Parce que les historiens racontent, quand ils ont envoyé le gars pour compter l'armada, qui était la flotte qui était devant Alger, et quand il est revenu, ils lui disent, et alors, combien? Il leur dit, j'ai compté jusqu'à 520 et puis j'ai perdu le compte parce que la mer est noire. Il leur disait que la mer était noire. Donc ils étaient impressionnés, immense. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une autre tradition d'Alger. Donc ils ont pris le Bukhari, la copie de Sidi Abdelrahman Ta'alibi qui était à la grande mosquée, Jamal Kbir, et ils ont passé toute la nuit à réciter le Bukhari pour invoquer Dieu, faire Dieu, Allah, et faire des doigts pour protéger la ville de cette invasion. Alhamdulillah. Donc, il y a eu l'intervention de la bonté divine, puis la résistance des gens. Ça, c'est le mausolée d'origine du Wali Dada qui était du côté de Bab Azzoun. Donc, ça, c'est Darih de Wali Dada, tel qu'il était. Maintenant, Wali Dada, il se trouve, parce qu'il a été déplacé quand ils ont détruit Bab Azzoun. Donc, Darih, le Wali Dada a été déplacé et maintenant, il est à Sidi Abdelrahman Ta'alibi, il a une coupole là-bas. D'accord. Ils ont été réunis? Oui, Sidi Abdelrahman, parce que ils ont détruit, parce que il y avait, selon ce que j'ai compté, il y avait 69 saints dans la ville d'Alger. Saint patron. Saint patron, exactement. Et patronne, il y avait aussi quelques femmes. D'accord. Oui, bien sûr. Ce qu'on vient de voir, c'est le Palais El Djenina. Donc, c'était l'ancienne résidence des Dey d'Alger avant que Ali El-Ghassan ne la déplace vers la Kasbatel, là où elle est maintenant. Donc, c'est le Palais El Djenina. Et on voit l'horloge qui est donc en haut, qui a été mise au minaret de Jama' Jdid. D'accord, c'est l'horloge qui a été déplacée. Exactement. Donc, ils ont détruit le palais. Donc, c'est un palais qui est immense. On voit bien il est immense. Donc, c'est plusieurs étages. Et, à côté, il y a Dar Aziza qui existe jusqu'à présent, qui est toujours. Donc, ça, c'est Qasr el-Djenina jusqu'au 19e siècle. Ça, c'est une petite vue sur la côte, donc c'est Jama' Jdid, et de l'autre côté on a Jama' al-Kbir, on voit qu'ils étaient séparés, donc il y a la mer. On voit les minarets bien sûr. Exactement, et on voit que la mer, donc Alger trompait ses pieds dans la mer, donc elle était... C'est ce qui fait toute cette fragilité, bien sûr, de cet édifice, encore une fois. Ça c'est la muraille du côté de Bab Azzoun. Donc c'est l'un des premiers clichés pris à Alger, en 1850 je crois. Et on voit bien donc toute la muraille, on voit il y a le marché, bout du exactement, c'est le quartier c'est le quartier de Al-Khaddari, et on voit un bout de minaret, c'est la mosquée Maison Morto. C'est un des Dey d'Alger qui a construit une mosquée. Il y avait 119 mosquées à Alger. Donc vous pouvez imaginer, ça c'est Bab Jdid, donc Jama' al-Barrani et la citadelle. Donc vous imaginez entre Bab Azzoun, Bab Loued et Bab Jdid. Ça, c'est de l'extérieur, c'est vu du côté de Bab Loued. Et on voit la muraille. Exactement, on voit la muraille, on voit aussi l'amirauté. Les pieds dans l'eau, carrément. Exactement. Et ça aussi, tombe dans l'eau. Voilà, donc on voit, là, c'est Sidi Abdelrahman, qui était à l'extérieur de la ville, donc il était en dehors. Et il y a la muraille.
Oui. Il y avait des jardins. Enfin, autour il y de avait la ville. énormément de jardins. C'était ce qui faisait cette richesse et cette particularité. C'est ce qui faisait vivre, c'était les vergers d'Alger. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appelaient le fars. Voilà. Donc, il y avait Fars Bablouad, Fars Bir Traria, Fars Le Bière, Fars Hidra, Fars Bir Khadim. Tout ça, c'est le fars. Donc, tout ça, c'est autour de la ville d'Alger. C'est la banlieue. Donc, tout ça, c'est ces images que. C'est dans un tel. Comment dirais-je, c'est le décor où ont vécu tous ces gens. Donc, c'est Abdelrahman Taalibi, le Mufti Saïd Qaddoura, donc Sidi Ben Ali. Chacun avait ses habitudes, ses propres habitudes. Il y avait les artisans, il y avait les gens qui, les commerçants aussi qui vivaient. C'était une véritable vie. Donc, qui il y a quelques dans la métiers qui se faisaient à l'extérieur, par exemple la préparation de la chaux, les tanneries, parce que donc ou même la fonderie. Donc, elle était parce que c'était dangereux. Il y a des métiers parce qu'ils étaient ils donnaient des odeurs il y a des métiers qui étaient dangereux. Donc, ils n'étaient pas à l'intérieur de la ville, ils étaient mis à l'extérieur. Et surtout, pour la protection. Et il y avait aussi le grand cimetière d'Alger, c'est le cimetière de Bablouad. Donc, il y a les deux Bablouad, là où est maintenant Dar al-Hamra à peu près, donc Jam Ali Btchin, jusqu'à Al-Ktani. Donc, tout ça. Et quand ils ont creusé pour construire le lycée Amir Abdelkader, ils ont trouvé une nécropole romaine. Ça veut dire que ce cimetière a été cimetière depuis les anciens occupants de la ville d'Alger. Donc, depuis ça a été conservé. Non. C'est-à-dire le lieu ensuite. Ils l'ont labouré, les Français l'ont labouré et on dit qu'ils ont même pris les ossements qu'ils ont vendus pour produire du savon, du savon à Marseille. Donc, ce que les Algériens ont pu garder, c'est juste Djbent Tolba, ce qu'ils appelaient, parce qu'il y a Djbent Tolba à côté, c'est Abdelrahman, et de l'autre côté, Djenit Marengo, c'est Djbent Slatan, parce que c'est là où étaient enterrés tous les Dey, les Pachas, donc les gouverneurs de la ville, ils étaient enterrés là-bas. Donc, tout ça a disparu, bien sûr. Tout ça a disparu. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous avez en tout cas ravivé l'histoire à travers donc, des photographies que vous avez rapportées, inédites, assez inédites, anciennes. Et puis aussi les personnages qui ont marqué, c'est important. Alors on va en citer quelques-uns. On va citer le dernier en date, Cheikh Abdelrahman Jilali, justement, qui a consacré toute sa vie à l'histoire de l'Algérie. Une icône aussi. Et là, c'est l'un des livres qu'il a publié. Donc, il l'a consacré aux trois villes. C'était le millénaire de la refondation d'Alger, Mliana et Mdia. Ça s'est fait pendant les années 70, je crois. Donc, il a fait ce travail. C'est un recueil de travaux qu'il a fait. Lui, son travail, il a fait un très beau travail sur la mosquée Jam' al-Kibir. Il a fait une très belle étude. Et puis, et on trouve plein d'informations sur Alger, éparpillées dans ses différents écrits, que ce soit articles ou livres Tarikh al-Jazair al-Am ou autres. C'était un sage aussi très apprécié, que tous les Algérois aussi aimaient suivre, écouter avec sa voix. C'était une autorité morale, une autorité scientifique, une autorité culturelle, parce que il a même été, il a été membre d'un comité qui a été fait pour la conservation de la musique andalouse algéroise. Ismaïl Hani, il me racontait que des fois, il y avait des morceaux que c'est Cheikh Abdelrahman Jilali qui le racontait. Parce que lui, il était inclus pour le côté culturel, historique et surtout aussi grammatical, parce qu'il a corrigé les textes. Mais en plus, il y avait quelques morceaux que les musiciens ne connaissaient pas. Donc, il leur a donné même la mélodie, il leur a expliqué comment chanter le morceau. Voilà. Donc, c'était une encyclopédie. C'est une encyclopédie, exactement. Un autre ouvrage aussi qu'on pourrait aussi présenter, c'est une monographie dédiée à la ville d'Alger, faite par un ancien enseignant, donc Ali Abdelkader Halimi, je crois qu'il est d'origine syrienne. Donc c'est l'une des monographies qui a été faite et c'est un travail. Je l'ai ramené parce que le livre est rarissime, on ne le retrouve plus. Même dans les bibliothèques, on ne le trouve pas. Peut-être chez des bouquinistes. Oui, je l'ai chopé une fois, j'ai eu la chance de l'avoir, donc j'ai voulu le présenter parce que c'est une référence que beaucoup ne connaissent pas, donc comme ça les gens vont chercher. Exactement. Et puis je terminerai, si vous le permettez, par la lecture de deux vers, donc qu'on attribue ou bien à Sidi Abdelrahman Taalibi ou bien à son élève Sidi Ahmed Ben Abdallah Zouawi al-Jazairi. Donc il dit إن الجزائر في أحوالها عجب ما إن يدوم بها للناس مكروه
ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الله يتلوه. Donc, pour dire à tous les Algériens, il ne faut jamais désespérer, never give up, parce que Alger, elle est touchée par la grâce de Dieu, Oui. elle est protégée, Inch'Allah. Donc, Comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a subi tellement d'invasions, tellement de séismes aussi, aussi de catastrophes, et elle est toujours debout. Et surtout, la Casbah, puisque nous parlons aujourd'hui donc de la Casbah, la restauration, nous allons beaucoup en parler dans un moment voilà. avec notre invité. On a oublié de parler de l'Qin'i, donc oui. voilà. Donc, on y reviendra, mais on dit clairement que c'est un homme sage, un bienfaiteur qui a fait énormément donc, de bien. Je vous laisse le dire. Donc, le Qin'i, c'est l'une des légendes d'Alger. Donc, c'est un gars qui a vécu au 19e siècle. Donc, il était richissime et il était très ascète dans sa vie. Il était très insan zahid. Donc, il faisait attention. Il faisait très attention. Il ne mangeait pas beaucoup. Il était très économe. Donc, les gens l'insultaient. Et ils n'ont connu la valeur du bonhomme que le jour où il est décédé. Parce qu'une semaine après, toutes les veuves, tous les orphelins, tous les gens qui n'avaient pas de travail ont arrêté de recevoir leur couffin hebdomadaire. Ouais. Là, ils ont su ils étaient tous alimentés par le Qin'i. Le Qin'i, Rabbi yarhamou, le Hizb al-Qin'i, jusqu'à présent, il est lu à la mosquée de Jam' Jdid. Donc, il y a une tradition parce qu'il a laissé un waqf pour la lecture du Qin'i, d'un Hizb pour lui. En tout cas, belles histoires. On n'a pas continué à parler de toutes ces personnalités qui ont marqué et surtout fait vivre la Casbah. On y reviendra, Inch'Allah, avec d'autres, bien sûr, passages. Chaque mercredi, vous le retrouverez. Donc, il est là parmi nous, c'est Ahmed Grigarsen. Alors, on vous dit bonne journée. Bonne journée et bon week-end et bonne fête pour la Casbah. Voilà, merci beaucoup. On va continuer à parler de la Casbah dans un tout petit moment. Un reportage s'impose avec cette fois-ci Faria El Hamdi qui nous emmène à la découverte des portes d'Alger et surtout l'histoire de leur heurtoir. Surtout comment vous toquez à la porte. Au fil de mes balades à travers les dédales de la Casbah d'Alger, je suis tombée sous le charme des portes des maisons qui ont traversé les siècles. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'est les différents modèles d'heurtoirs qui ornent ces portes. De véritables joyaux du patrimoine algérois. On le retrouve un petit peu dans les palais, dans les grandes maisons, les manoirs, etc. Et bien sûr, petit à petit, il est descendu vers l'Andalousie et on le retrouve vers le 15e, 16e siècle. On retrouve un petit peu l'heurtoir mauresque, typiquement mauresque. Il y avait plusieurs modèles, mais le plus connu, c'est celui d'une main portant une pomme ou sans pomme, portant une bague ou pas. Le heurtoir, appelé à Alger un nah, est une pièce de métal composée d'une partie fixe à laquelle s'agence une partie mobile, destinée à frapper sur la première pour demander l'ouverture d'une porte. Nous avons un modèle de heurtoir. Tout à l'heure, je disais que l'origine de l'heurtoir algérois vient de l'Andalousie. C'est après la chute de Grenade. Donc, les Andalous sont installés à Alger, mais pas uniquement à Alger. On le retrouve aussi à Tlemcen, on le retrouve un petit peu dans les grandes cités, les anciennes cités. Mais ici à Alger, le modèle le plus répandu, c'est le heurtoir avec une main. Mais on retrouve aussi d'autres modèles et nous avons ce modèle qui vient de la région de Tlemcen. Bien sûr, à l'origine, il est andalou, donc on le retrouve un petit peu à Tlemcen. On le retrouve aussi dans les ports de Marrakech, au Maroc, voilà. Ils sont fabriqués de différentes formes. Anneaux, mains, marteaux, en fer, bronze, cuivre ou en bois. Il faut savoir que les heurtoirs sont apparus dès le XIe siècle en Europe et ont été introduits à Alger par les Andalous après la chute de Grenade au XVe siècle. Mais la forme la plus connue est celle de la main qui symbolise chez les musulmans l'accueil. Cette forme
qu'on retrouve le plus souvent sur les portes de la Casbah. Plusieurs modèles existent à la Casbah, avec 3 situations constatées et 3 symboliques différentes. Monsieur Benhouhou nous en parle. D'abord, nous avons des heurtoirs où on ne trouve aucune bague. Donc la main n'a aucune bague. On appelle ça la main de Marie, Yid Maryam. Donc c'est Marie l'Adra, Maryam l'Adra, donc elle ne s'est jamais mariée, donc elle ne porte pas de bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des chrétiens. Donc il suffit juste de regarder pour savoir que ça c'est une maison habitée par des chrétiens. Lorsque le heurtoir, la main porte une bague dans l'annulaire, comme dans ce cas-là. On appelle ça Yid Fatma, la main de Fatma. Bon, Fatma, c'est la fille du prophète, elle était mariée, donc elle porte une bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des musulmans. Et lorsque la bague se retrouve dans le majeur, donc on appelle ça la main de la juive, Yid Lihudia. Donc, si on voit la main comme ça, avec la bague ici, ça rappelle la ménorre, qui est le chandelier aux 7 branches, symbole des Juifs. Donc la maison est habitée par des Juifs. Le nah ou heurtoir a donné chez les Algérois une expression drab nah que beaucoup de personnes utilisent pour demander de fermer les yeux sur quelque chose, mais sans savoir exactement le lien entre nah et fermer les yeux. Un beau voyage à travers donc la découverte, donc la symbolique aussi de ces heurtoirs. Nous allons aussi beaucoup en parler avec un spécialiste qui est sur notre plateau, lui qui est architecte, un architecte qui donc s'intéresse à la restauration donc de la Casbah d'Alger. Avec nous donc Mehdi Ali Pacha. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes architecte, spécialiste donc de la restauration du monument historique, du bâti ancien. Vous avez fait vos études ici en Algérie, les Paux d'abord. Tout à fait. D'abord les Paux, puis je me suis spécialisé en patrimoine à l'école de Chaillot à Paris, où j'ai exercé pendant 10 ans avec un collaborateur, en collaborant plutôt avec un architecte en chef des monuments historiques pendant 10 ans. Oui. Et j'ai décidé d'entrer en Algérie en 2012 pour justement mettre à profit mes acquis et mon expertise. Et surtout, pour l'Algérie, mettre votre savoir et surtout votre expérience ici au profit donc, de cette restauration. Donc, ça fait 10 ans que vous êtes ici, de retour, et 10 ans que vous travaillez sur ces chantiers. Tout à fait, donc sur plusieurs chantiers, d'édifices religieux à édifices civils. Donc, on touche un petit peu à tout le patrimoine bâti d'Algérie. C'est passionnant et en même temps difficile parce qu'il y a des choses que vous arrivez à sauver, il y en a d'autres, c'est très difficile. Donc, vous faites appel à différents métiers aussi pour joindre vos efforts pour réussir en tout cas à sauver un édifice. Hein. Tout à fait. Donc, je suis entouré par des collaborateurs puisque je suis installé en agence libérale et on a des partenaires, que ce soit des ingénieurs, des artisans aussi, qu'on appelle de temps en temps pour avoir aussi leur expertise et leurs conseils aussi. Donc, c'est une équipe, on est une équipe et on est un petit peu là comme un chef d'orchestre qui gère ces musiciens. Et bien justement, notre journaliste Sabrina Khlifi vous a vu à l'œuvre, vous a vu sur le terrain, elle est venue faire un travail avec vous pour travailler sur l'avancée des travaux de restauration de la Casbah. Et on va en discuter juste après, mais avant, on vous invite à suivre justement l'architecte et toute son équipe, bien sûr, à travailler sur la restauration du bâti ancien, notamment de la Casbah, quelques îlots de la Casbah. Nous sommes au 3 impasse Lavoisier, à la Casbah d'Alger. La maison historique des Bouherd, autrefois foyer de la révolution algérienne. Un chef-d'œuvre architectural restauré entièrement. C'est le plan de sauvegarde de la Casbah d'Alger. Donc c'est la mise en œuvre de ce plan de sauvegarde qui a commencé par ce qu'on appelle un plan d'attaque qui regroupe en fait en premier lieu les palais, les mosquées et cette maison historique ainsi qu'une maison au niveau de la basse Casbah. En 2016, la structure était dans un état catastrophique. Des fissures partout,
ainsi que des dégradations liées au séisme de 2003. Quand nous sommes arrivés dans cette maison en 2016, nous l'avons trouvée dans un état de dégradation très avancé. Nous, on s'est attelés à restaurer en premier lieu la structure, donc avec des travaux de consolidation très lourds, et nous avons aussi pris les alentours, en fait les maisons qui sont mitoyennes à la maison Bouheled, puisque comme tout le monde le sait, les maisons à la Casbah sont imbriquées les unes avec les autres en termes de structure. Donc nous avons été obligés de restaurer aussi les maisons mitoyennes qui, elles, causaient des dégradations aussi à la maison de la famille Bouheled. Et s'en est suivi bien sûr ensuite la restauration fine. Ce que je dis la restauration fine, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est tout ce qui est décor, céramique, boiserie, mots des natures, sculpture. Afin de redonner vie à cette magnifique demeure, l'équipe de restauration a mis en œuvre tout son savoir-faire. Aujourd'hui, elle retrouve son image d'avant. C'est des matériaux locaux, donc nous avons fait revivre un petit peu les techniques anciennes et bien sûr avec l'aide des artisans qui ont joué le jeu et qui ont été patients avec nous, avec pas mal d'essais, puisque nous avons retrouvé certaines techniques anciennes qu'on a remis au jour, et avec l'aide aussi de certains historiens qui nous ont aidés aussi à fouiner un petit peu dans les archives pour essayer de trouver des récits, des descriptions, etc. Ces demeures de la Casbah revit aujourd'hui malgré les difficultés, grâce à ces jeunes qui œuvrent à promouvoir l'art, la culture et faire découvrir la richesse des lieux aux Algériens. Voilà, un beau reportage qui nous invite justement à voir tout l'ensemble de ces efforts qui sont consentis pour restaurer cet édifice, un édifice classé au patrimoine mondial et surtout célébré chaque année. Alors pour ne pas perdre ce classement, il faut absolument restaurer bien sûr ce bâti ancien. Alors vous avez travaillé sur une des plus anciennes maisons qui est aussi chargée d'histoire. Tout à fait, c'est une histoire assez chargée parce que l'une des bâtisses a été le théâtre de hauts faits d'armes pendant la guerre de libération, puisqu'elle a abrité bon nombre de Moudjahidines, Jamila Bouheled, Hassiba Belbourli, Ali Lapointe. Et en fait, ils se réfugiaient là-dedans dans des cachettes bien dissimulées dans les maçonneries, et donc qui étaient impossibles à trouver. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à mener leurs opérations. À la bataille d'Alger, bien sûr, voilà, qui a été bien sûr bien menée. Et aujourd'hui, il y a certaines bâtisses malheureusement qui sont tombées, qui ont été donc détruites par le colonisateur. Mais heureusement, il y a encore des bâtisses qui restent, preuve encore une fois, pour montrer tout le génie aussi de nos brillants et combattants, Moudjahidines et Chouhada. Alors, vous avez travaillé sur cela et vous avez même les cachettes aussi. Tout à fait, nous les avons mis en valeur, nous les avons restaurées parce que bon, bien entendu, ça c'est la maison de Bouheled, c'est ça? Tout à fait, c'est la maison de Bouheled, et nous avons justement conservé ces cachettes pour les transmettre aux générations futures. Donc ça a été, voilà, là par exemple, ça a été le travail sur les structures, où on a repris l'ensemble du couvrement en voûte d'arête, puisqu'elles étaient complètement fissurées, disloquées. Et ça a été un travail assez lourd. Voilà, donc les voûtes d'arête pendant leur restauration. Les planchers aussi, parce qu'il faut savoir que l'eau a joué un rôle néfaste sur les structures, puisque depuis l'introduction de l'eau dans la Casbah, avec les niveaux supérieurs des maisons, ça a commencé à altérer les poids, ça a commencé à altérer les structures aussi, puisque l'eau s'infiltrait dans les maçonneries, ravinait les joints, disloquait les maçonneries, et avec les surcharges aussi. Donc tout cet ensemble n'était plus homogène, et donc il y a eu une dislocation, il y a eu des surcharges, plus les effets de séisme. Voilà. Et bien sûr, la boiserie, c'est fragile, donc ça prend de l'humidité. Les insectes aussi, c'est vraiment... C'est tout un travail que vous faites aujourd'hui. Vous recherchez des artisans, comme là, vous me disiez, donc pour les heurtoirs, c'était donc des artisans avec lesquels vous travaillez à 10 mètres de votre chantier, carrément, un artisan. Voilà, il y a un artisan, voilà, un bon matin, on se rencontre sur le chantier, on discute, et voilà, c'est parti comme ça. C'est un dinandier qui
qui a eu la transmission du savoir à travers ses aïeux. Et nous avons collaboré ensemble. Il nous a aidés. Son expertise aussi a été très importante sur le chantier. Voilà, ça c'est la restauration. Voilà, ça c'est la maison terminée. Voilà, ça c'est la srefa. En fait, c'est l'entrée de la maison avant, avant d'arriver sur le patio. Oui. Voilà. Le patio, c'est Wostdar. Wostdar, voilà. Wostdar. Oui. Donc, les fameuses voûtes, bien sûr, qu'on retrouve. Et bien entendu, c'est ce qu'on appelle les colonnes torsadées. Voilà, torsadées. C'est typique aussi. Voilà, elles sont en tuf ou en marbre. Des fois, elles sont jumelées, des fois, elles sont seules. Et on les retrouve un peu partout dans la Casbah. Voilà. Alors, vous avez commencé à faire de la restauration sur le bâti donc, des personnes. Donc, ce n'est pas des monuments, c'est des maisons de personnes qui habitent la Casbah jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous avez travaillé sur un seul îlot pour l'instant, avec les 4 douirettes. Voilà, tout à fait. Parce qu'il faut savoir que ce projet rentre dans le cadre d'un programme initié par la wilaya d'Alger, dont le dossier a été confié à la DEP d'Alger, la Direction des équipements publics, qui est maître d'ouvrage délégué. Donc, dans ce programme, il y avait justement ce cœur d'îlot avec cette maison historique qu'il fallait absolument sauver, et qui était dans un état, comme vous l'avez vu, de dégradation très avancé, et il fallait conserver cette mémoire. Donc, nous avons pris donc le dossier à bras-le-corps et on a commencé à faire nos études et on a abouti sur le chantier de restauration. Donc ça, c'est une première opération dans l'habitat, en fait, puisque les autres opérations se situent au niveau de la citadelle, des mosquées, des palais. Et donc là, c'est un premier îlot. C'est très difficile. Est-ce que ça avance bien? Parce que vraiment, c'est vraiment un chantier. Il faut aller toucher sur tous les matériaux, que ce soit sur les boiseries, sur la maçonnerie, sur aussi restaurer aussi les faïences, les fameuses faïences aussi typiques de la Casbah d'Alger. Tout à fait. En fait, c'est un travail, comme on l'a dit tout à l'heure, pluridisciplinaire et où on arrive depuis la connaissance, la prise de connaissance des lieux, aux recherches, aux outils de recherche archivistique, documentaire. Donc on est un petit peu des enquêteurs là qui allons fouiner un peu partout pour trouver l'information, pour trouver la matière. Avec des historiens. Tout à fait. Et à ce moment-là, nous, on commence nos hypothèses, nos contre-hypothèses, et on commence à faire nos calculs de structure. Ça, c'est avant la restauration. Ça, c'est avant la restauration. C'est l'impasse Silane. En fait, c'est les 3 bâtisses qui se situent derrière la maison Bouhed. Et donc, comme on voit là, il y a des surélévations, etc. Ça, c'est pendant le chantier, justement. Oui, l'échafaudage. Voilà, donc là, c'est la mise en place des échafaudages. Donc, pour avoir déjà, l'échafaudage, en fait, nous sert déjà à avoir une vision plus proche du bâti et pouvoir faire une analyse assez approfondie. Et là, voilà, c'est la restitution de la façade telle qu'elle était. Il faut savoir que cette façade, elle est réalisée à la période française. C'est dans le cadre des réalignements du génie militaire, où on est venu se plaquer contre les anciennes bâtisses. Et justement, cette disposition a mis à mal certaines structures. Voilà. Et a fragilisé. Et bien sûr, avec l'exposition aussi à la mer, nous avons une forte humidité sur Alger. Voilà, la teneur en sel. Ça fragilise tout le bâti qui est du côté de la côte, bien sûr. Et encore une fois, avec l'introduction de l'eau aussi au niveau donc, de la Casbah, du bâti de la Casbah, ça a encore fragilisé le tout. Tout à fait, ça a beaucoup fragilisé les structures et là actuellement justement on est en train de mettre des dispositions pour éviter que l'eau revienne au niveau des étages supérieurs. Exactement. Alors vous avez travaillé depuis 2017, vous me disiez, sur ces projets 2016 on arrive sur le chantier, 2017 on commence réellement les Ça a été dur pour vous en voyant l'état peut-être Oui, c'est vrai que bon, on a l'habitude c'est des chantiers sur lesquels on a l'habitude de travailler, mais l'état d'avancement de la dégradation était assez importante. Donc il y a eu complètement un éventrement complet du cœur d'îlot, avec tous les étages qui se sont effondrés comme un château de cartes. Et donc là, on a commencé en premier lieu à sécuriser les lieux pour
pouvoir pénétrer, pouvoir faire notre analyse. Mais en voyant ce résultat final, ça donne du courage pour aller continuer encore une fois. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir parce qu'on se dit, voilà, avec les moyens qu'on met en place, avec les capacités intellectuelles aussi de toute l'équipe qui avait sur ce projet, on peut y arriver. C'est se dire, voilà, on peut arriver à sauver des bâtisses, à mettre en valeur ce patrimoine et avec des artisans qui sont là, passionnés aussi et qui sont à l'œuvre tous les jours. Alors, c'est la wilaya d'Alger, bien sûr, qui prend en charge tous les frais avec, bien sûr, de restauration. Les frais de restauration, c'est énorme. C'est un programme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme de la wilaya d'Alger. Ça avait été d'abord commencé par plusieurs structures, notamment l'OGBC aussi, à une certaine période. Voilà. Après, c'est la wilaya qui a pris en charge ce dossier et là, qui continue sur d'autres projets aussi, au niveau de la citadelle, au niveau des palais et des mosquées. Il y a certains particuliers qui ont essayé donc de restaurer. Il y en a qui ont bien restauré. Il y en a d'autres peut-être qui ont restauré peut-être d'une façon urgente, sans pour autant prendre en considération l'authenticité du bâti. Voilà, tout à fait. Vous avez employé un mot juste, c'est l'urgence en fait. Certains propriétaires ont fait ça dans l'urgence par mégarde, par méconnaissance. On ne peut pas les blâmer parce que bon, ils voulaient sauver, leur priorité c'était de sauver leur bâtisse. Maison. Voilà. Donc maintenant il y a tout un mécanisme qui est mis en place à travers l'Agence nationale des secteurs sauvegardés qui accompagne ces propriétaires justement et qui les oriente vers les opérations de restauration. Soit des manuels, soit des manuels d'entretien, etc., une fois que le bâti est restauré. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui? Vous êtes îlot. Vous êtes sur un îlot de 4 bâtisses et là, vous allez continuer? Alors, effectivement, là, en ce moment, on est sur un autre projet qui est le palais d'Arsouf et d'Arsadara. Donc, il faut savoir que c'est des projets qu'on prend en charge à partir d'appels d'offres. Donc, c'est la wilaya qui lance les appels d'offres. Et bon, bien sûr, nous soumissionnons et nous avons ces projets en cours. Voilà. Et bien, en tout cas, on vous souhaite bonne chance, parce que ce n'est pas un travail facile, un travail passionnant, certes. Beaucoup aussi d'architectes vont devoir aussi s'atteler à travailler sur le bâti ancien. Donc là, vous faites aussi office de formateur, pratiquement, avec d'autres architectes avec lesquels vous travaillez, des artisans, etc., des maîtres d'œuvre aussi. Tout à fait. Donc, dans mon équipe, je suis entouré d'architectes que je m'attelle à former, bien sûr, tous les jours. Même moi, j'apprends tous les jours. Je ne dis pas que je connais tout, mais on essaye de transmettre. Voilà. Le but aussi de mon retour en Algérie, c'était de justement transmettre cette passion et d'inculquer ça chez nos jeunes architectes pour qu'ils investissent ce domaine, parce que voilà, le patrimoine, c'est un domaine justement qui peut inspirer les architectures d'aujourd'hui. Vous savez qu'aussi c'est très riche en histoire, donc ça a du vécu, la Casbah, c'est une histoire, donc vous vous documentiez aussi sur cela? Oui, tout à fait. Bon, c'est important. J'ai eu le virus, patrimoine immatériel aussi. Exactement, j'ai eu ce virus en deuxième année d'architecture quand j'étais à l'EPO, et ça a été tout mon objectif. Et le but, c'était de persévérer dans ce domaine. Et le nom de famille que vous avez est chargé d'histoire aussi, Ali Pacha. Tout à fait. J'imagine que c'est aussi historique. Voilà, c'est un clin d'œil. Voilà, comme par hasard. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, et puis bravo pour toute votre équipe de travailler sur la restauration donc, de la Casbah. Un bâti historique, chargé d'histoire, et surtout, peut-être que cette maison de la famille Bouhirid va être aussi visiter. Ça sera aussi l'occasion de revenir sur l'histoire de notre glorieuse guerre de libération nationale. Merci beaucoup, Monsieur Ali Pacha. Merci. À très bientôt et bon courage. Merci. Inch'Allah. Restez avec nous. On va suivre tout de suite un reportage. C'est encore une fois un maître artisan que nous invite à découvrir Sabrina Khlifi. Il s'agit d'un maître d'inandé, Saïd Abdelrahman. On se retrouve juste après. Dans les dédales de la Casbah millénaire, nous avons rencontré Saïd Adman, maître d'inandier. Dès le jeune âge, il a adopté ce métier pour lequel il se voue corps et âme. Il a 13 ans, en 1970, quand son père décide de le confier à une de ses connaissances.
Dans cette boutique, vous voyez ici, j'ai 40 ans ici. J'ai commencé le métier à l'âge de 13 ans. Baba Araf Wahd l'insan, c'est un Tunisien, c'est un ami de lui. Il m'a rentré, à petit, j'ai signé un contrat de 4 ans. Durant 4 années, il sera soumis aux épreuves de celui qui lui apprendra l'art de sculpter toutes sortes d'objets en cuivre. Voulant parfaire ses connaissances, il sera l'élève de pas moins de 13 maîtres connus à travers le territoire national. Le métier, il est très grand pour prendre des choses incroyables. La première des choses, il faut commencer sur le tour. La première opération, tu as vu comment se passe-t-il la pièce. On doit monter, après, on doit mettre sur le ciselage, après, c'est la soudure et c'est la finition sur le polissage. Entre ses mains, le métal n'a qu'obéissance. Il se transforme en tabsi achawet, sniwa flouka, sinia, roudaya, fanous, théière, cafetière et beaucoup de choses encore. Les amateurs de la dinanderie sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Hélas, Saïd manque d'espace pour les prendre en charge afin d'assurer la relève. Voilà, et en tout cas, c'était donc Saïd Admen. Voilà, on corrige, c'est donc un artisan. C'est donc de lui que nous a parlé l'architecte qui était venu nous parler donc des heurtoirs qu'ils ont pu travailler, avec lesquels ils ont pu travailler avec l'artisan. En tout cas, on va parler de 4e art tout de suite avec notre invité et je suppose que lui est ravi d'être parmi nous parce que demain, c'est la générale donc de la pièce théâtrale Basta. On l'a annoncé en sommaire, on va beaucoup en parler. C'est une pièce qui réunit plusieurs comédiens. Brahim Chergui est parmi nous, on est très content de le recevoir comme à chaque fois. Bonjour Brahim. Bonjour, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Merci, Brahim Abik. Pour moi, le fait d'être là, c'est d'être dans un arbre de paix qui me permet de m'exprimer, d'échanger et aussi de me cultiver, d'informer et de m'informer en même temps. Et ma présence ici, c'est juste pour parler de ma nouvelle création, mon tout dernier travail artistique théâtral, qui se résume par la mise en chantier d'un spectacle théâtral intitulé Basta. Donc, déjà, Basta suscite des interrogations. Exactement. Que veut dire le mot Basta, c'est un mot Basta. emprunté. D'où provient ce... Donc, Basta, c'est une interjection d'un terme espagnol et italien. Et dans l'étymologie du sens, puisque nous sommes dans cette titrologie qui est devenue une spécialité et un module que nous enseignons à l'université, donc c'est un titre qui est en rapport direct avec la thématique du spectacle. Et je disais que étymologiquement parlant, Basta est une injection entre deux pays, deux nations hispaniques qui toutes les deux sont méditerranéennes. C'est beaucoup plus une expression qui suscite l'émotion. Elle est très émotive. C'est peut-être le cri de douleur, de joie, de pénibilité, d'espoir, d'attente, de rêves brisés, de rêves suspendus, de projection, du savoir de ce surlendemain, etc., etc., etc. C'est vraiment une pièce qui est arrivée au bon moment. On va dire basta pour ce qui se passe en ce moment dans le monde, basta avec cette pandémie, basta pour beaucoup de choses. Et beaucoup vont l'interpréter à sa manière, selon le contexte dans lequel il vit. Et aujourd'hui, c'est une pièce qui va peut-être justement pouvoir s'exporter un petit peu partout. Certainement, parce que je me suis permis de caresser le rêve et l'envie et le plaisir, d'effectuer d'abord un travail de recherche qui a duré 4 bonnes années. Quand même. Et j'en ai effectué aussi un travail académique en égard de ce projet artistique. Donc, ça m'a permis de faire un petit voyage chez Ferdinand de Saussure, chez Grimas, chez Noam Chomsky,
chez Cuvier, chez Lévi-Strauss, et bien sûr en passant par l'UNESCO, Descartes et autres. Toujours, Brahim Chergui, quand on le reçoit, ça parle énormément donc, de ces grands aussi auteurs et surtout toute cette richesse qui vous nourrit vous-même. Vous êtes toujours curieux, vous avez toujours été curieux. Vous savez, l'essence d'une personne dans un contexte existentialiste, c'est cette curiosité qui le pousse à se découvrir demain. Parce que Brahim Chergui d'aujourd'hui n'est certainement pas celui d'hier et ne le sera pas celui de demain. Donc, comme j'ai aujourd'hui, j'aimerais bien profiter. Et ce spectacle, à travers son titre Basta, c'est une halte, un cri, un SOS d'impuissance justement. Parce qu'il y a le basta de force. Le basta répugnant, le basta qui veut changer de vie, qui veut prendre une décision. Révolte, le basta de... Mais ça, c'est un basta de save ourselves, c'est sauver nos âmes. C'est un cri de détresse de cette humanité qui se trouve impuissante devant cette violence imposée par l'oligarchie qui est en train d'instaurer une nouvelle carte géographique de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui serait par rapport à son propre imaginaire, des pays n'existeront plus, de grandes civilisations ont été détruites et des grandes nations sont devenues des petits individus, sinon des communautés. Et cette humanité dit basta par rapport pour moi par exemple cette pandémie, je pourrais en toute réserve la qualifier comme étant une troisième guerre mondiale silencieuse. C'est vrai. C'est une comme guerre beaucoup l'ont qualifié, c'est une guerre bactérienne. Donc basta à cette guerre bactérienne. Parce que l'humanité se trouve en harmonie avec elle-même lorsqu'elle se promène dans les jardins de la liberté qui sont si beaux quand on n'en fait plus de guerre, où vive et réside la paix. Ce basta, c'est un cri de détresse pour se réconcilier avec cette paix. Cette paix dont l'humanité a tant besoin. Et justement, maintenant, par rapport à ma vision de mise en espace, j'ai travaillé sur la mythologie et la symbolique du mythe dans le théâtre algérien et ses projections et ses influences sur le théâtre universel. Tout simplement, c'est des personnages qui sortent d'un livre, un livre qui raconte une histoire, et à travers cette histoire, nous allons découvrir l'histoire de l'humanité d'aujourd'hui, non celle dans le temps, ni celle de demain. Exactement. Parce que c'est à travers l'histoire de l'humanité, de cette humanité actuelle, que nous pourrions envisager le devenir à peu près de cette... C'est toute une problématique qui a été aussi posée par beaucoup de metteurs en scène comme Slimane Ben Aissa qui en a parlé aussi, cette problématique donc, du théâtre dans le monde et sa place à travers le théâtre universel également. Ben Aissa qui est une référence et qui n'en donc pas moi, c'est-à-dire additivement à d'autres grandes personnalités artistiques algériennes. Je reprends Dib, je reprends Haddad, je reprends Mamri, je reprends Faraoun, Kateb, les deux Kateb aussi, Bachtarzi, Rouiched, etc. Donc, c'est des grands noms qui ont marqué non seulement l'histoire algérienne, mais celle universelle, Hadj Omar par exemple. Et la liste est longue. Exactement. Donc, à travers ces personnages, je parle des conflits dans des dimensions humaines, intellectuelles, culturelles, sociologiques, anthropologiques, politiques et même topographiques. Tout à fait. Alors là, c'est un véritable défi pour vous, les artistes en ce moment, pour justement réussir à monter un spectacle, réussir dans cette conjoncture aujourd'hui sanitaire, de pouvoir aujourd'hui s'exprimer à travers donc des projets artistiques. Aujourd'hui, c'est la reprise, en tout cas avec beaucoup de plaisir, la reprise des spectacles, la reprise des activités culturelles. Donc demain, le spectacle va être présenté pour la première fois au TNA à partir de 18h, et ce qui va réunir 8 comédiens déjà sur scène. Certainement. Bon, j'ai eu cette chance aussi d'avoir un label de choix. Oui. C'est des grands noms. Et aussi, vous savez, quand on est dans une semence de répartie, où notre interlocuteur dispose du même langage, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait. Et là, pour revenir un petit peu aux acteurs, nous avons Faiza Amal. Pour commencer, Galanterie oblige les femmes d'abord. Oui. Je me dois de Alors c'est une belle parité. Vous avez dit 4 femmes et 4 hommes. Et 4 hommes. Nous avons Faiza Amal,
nous avons Sahab Rabia, nous avons Belhaj Amina Bouziane et nous avons Ikram Zemmour. Par côté homme, nous avons Fouad Zahad, nous avons Brahim Jaballah, nous avons Rachid Belaqili et Ben Godifa, et nous avons Brahim Cherli. Voilà. Vous faites partie justement de la distribution des... Moi, j'aurais aimé ne pas en faire partie, mais pour des raisons comme pour d'autres. Vous savez, des fois, on est par obligation, des fois par nécessité, des fois par plaisir. Mais vous aimez ça d'ailleurs, hein. Vous aimez aussi bien la comédie que la mise en scène, donc les deux ma vocation, elle est comédienne. J'écris par nécessité et je mets en scène par obligation. Et comme j'ai pu avoir et faire des études artistiques et dramatiques, et notamment par la suite en mise en scène, et ça a été à Bordeaux. Donc je me suis dit, je vais être l'utile à l'agréable. Exact. Mais l'important, c'est d'être et de ne pas faire semblant de paraître. Et je pense que c'est le sens primordial de cette capacité d'exercice et de jouissance dont dispose l'artiste. Si le monde évolue grâce à celles et ceux qui prennent la liberté pour avancer. Si nos artistes n'avancent pas dans les conditions difficiles, critiques et pénibles, il me semble qu'ils vont faire retarder le monde. Parce que l'artiste, c'est un esprit, c'est une idée. C'est un esprit libre, surtout. Et surtout, nous semons des idées pour que d'autres continuent et peuvent en récolter pour en semer d'autres meilleurs, d'autres graines meilleures. Alors, une belle production qui, Inch'Allah, va plaire au public, qui viendra dès demain. Mais on va parler aussi de la scénographie, on va parler aussi donc, de tout ce travail qui est fait en amont pour réussir une pièce théâtrale. Ça vous a pris combien de temps, la répétition, les filages? Vous savez, c'est-à-dire que globalement, c'est 2 mois, quelques jours, mais puisque nous vivons des situations critiques, et puis il y a eu un pic tout dernier. Un pic, et puis on a été astreint à ne pas travailler, parce qu'il y a eu des directives, et toutes les activités ont été gelées. De respecter la loi d'abord. En plus, même, on a travaillé avec une distanciation sociale, le gel hydroalcoolique omniprésent, les bavettes. Vous savez, c'est très dur de répéter avec une bavette. C'est très dur de mettre en scène une dynamique scénique, parce que, pour revenir aussi au spectacle, sur le plan scénographique, j'ai repris dans un travail de recherche toutes les écritures anciennes qui, eux, représentent les feuilles de livres de cette histoire, mais qui aussi redeviennent les portes de la cité. Dans leur agencement par rapport à la géographie de l'espace et scénique. Et à travers ces écritures anciennes, je retrace l'histoire de toute l'humanité. J'ai les écritures bibliques, les écritures anciennes, assyriennes, phéniciennes, mésopotamiennes, hébreu, latines. J'ai repris tout le téfinard, berbère, tout est représenté à travers les portes. D'abord, à la reliure de ce livre, une fois ouvert, il redevient cité. Et à la fin, travail énorme. Aussi sur les costumes. Les costumes aussi, nous avons cette visibilité et représentativité de ces écritures. Et à chaque fois que les personnages sortent de l'histoire, nous racontent une histoire, ils font intervenir un dispositif costume où sont représentées des notes musicales. Alors, je joue aussi sur les notes musicales. Par exemple, la dimension sociale et culturelle du conflit entre le père et sa fille, ce sont 2 notes musicales. Entre la mère et son fils, ce sont 2 autres notes musicales. Entre les 2 sœurs, ce sont 2 autres notes musicales. Et quand c'est l'humanité qui est là,
c'est encore une autre note musicale. Voilà, c'est tout un travail minutieusement choisi et pensé surtout. Voilà, c'est ce qui est formidable quand une production théâtrale se met en place, c'est tout un travail donc de scénographie, donc de musique, costume, tous ces métiers donc artistiques se mettent en place pour la réussite. Enfin, la générale, donc ça sera à partir de demain et ça sera joué au Théâtre National Algérien, Mahidine Bachtarzi, demain jeudi 18h, vendredi 14h, samedi 18h. Donc venez nombreux, nous saurons vous réserver un assaini chaleureux, tout comme des rossignols qui par leur chant inviteront éventuellement le printemps. En tout cas, on souhaite bonne chance à cette nouvelle production, bien sûr, du théâtre Mahidine Bachtarzi, à leur tête, bien sûr, le metteur en scène Brahim Chergui et aussi le comédien Brahim Chergui et bien d'autres comédiens qui seront, bien sûr, à l'affiche donc, de ce beau spectacle. Et puis, j'espère qu'il sera itinérant. Je l'espère, c'est tout le bonheur qu'on souhaiterait pour ce spectacle. Une chose aussi, c'est que ce spectacle va ouvrir la saison théâtrale 2022 du Théâtre National Algérien. Et j'espérais qu'il y en aurait d'autres et qu'il y ait une belle ouverture pour que puissent s'exprimer nos artistes. Inch'Allah. Je souhaiterais que dans chaque coin de cette Algérie, surtout profonde, qu'il y ait une activité artistique parce qu'il me semble que la meilleure manière de répondre à cette pandémie, elle n'est pas médicale, elle n'est pas médicinale, mais en mon sens, elle est culturelle. J'espère en tout cas la reprise. Commençons d'abord par trouver le remède culturel pour faire face à cette pandémie, à ce Covid-19. Et puis, il me semble que toute autre chose... La reprise des activités va donner du baume au cœur à toutes ces personnes qui sont restées chez elles, cloîtrées, avec bien sûr cette pandémie et surtout ces difficultés. Merci beaucoup, Brahim Chergui. Je vous en prie. On vous dit à très bientôt. À très bientôt, mais une chose, parce que dans ce spectacle, quand vous le constatez, j'ai une pieuse pensée pour un frère, un ami, un compagnon, on pourrait en attribuer les termes d'ici à plus l'infini, Yassine Zaidi, qui nous a quittés. Nous étions des inséparables, nous sommes 4 inséparables au théâtre. Nous venons de perdre un, on est resté 3. Donc je lui rends hommage à travers ce spectacle. Et encore une fois, je réitère mes condoléances les plus attristées à sa femme qui est une consoeur, Nabila Brahim, à sa maman et à ses frères, chacun par son nom. Eh bien, et puis bonne chance à vous pour ce nouveau spectacle. On rappelle, demain 18h au TNA d'Alger. Merci beaucoup Brahim Chergui, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et à très très bientôt. Un plaisir également bonne chance. Partagé. Mes amitiés à toute l'équipe. C'est gentil, restez avec nous. On va suivre tout de suite donc, ces belles images d'Algérie et on se retrouve juste après.
Alors, l'équipe du mercredi, les rubriques sont là. Et ben, je suis contente d'être bien entourée ce matin. Comme à chaque mercredi, ils sont là. Donc, aujourd'hui, on a une personne en plus. C'est Mounia qu'on accueille avec plaisir. Bonjour Mounia. Bonjour Amel. Bienvenue. Merci. Alors, on est ravis puisque vous allez nous parler de votre nouvelle saison. Exactement. Donc, Ma famille, ma vie, dans un tout petit moment. Et puis, avec nous, Lilia Benassar, comme chaque mercredi. L'agenda culturel est prêt? Oui, comme chaque mercredi. Bonjour Ahmed, bonjour Mounia, bonjour Rimed, comment allez-vous? Bonjour Rimed. Bonjour. Le seul garçon parmi nous. C'est lui qui est bien entouré ce matin. Il est bien entouré. J'espère que j'aurai le temps de dire des choses. Allez, on va aller très vite. On va tout de suite commencer avec Lilia pour l'agenda culturel. Et puis, comme vous l'avez vu avec Ibrahim Chelgui, ça y est, les activités culturelles reprennent. Et heureusement d'ailleurs. Allez, on va vous laisser. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous parlerons pas théâtre, puisque justement, ça y est, c'est fait. Ils l'ont fait. Mais nous allons plutôt parler d'expositions et proposer de belles expositions aux téléspectateurs. Du côté de la galerie Zouat, tout d'abord, une belle exposition à découvrir en ce moment, celle de l'artiste peintre Faisal Barket, jeune artiste né à Msila. Pour sa première exposition remonte à l'année 2009 et il participe depuis à de nombreuses expositions dans les différentes wilayas du pays. Artiste autodidacte, ses peintures nous plongent dans un monde coloré, vie quotidienne, des paysages de sa ville natale également, mais aussi des natures mortes. Donc une belle exposition à découvrir jusqu'au 10 mars. Et puis nous allons aussi faire un clin d'œil à l'artiste photographe algérien Abdeslam Khalil qui expose en ce moment à Boston aux États-Unis, donc dans une université. L'exposition met en avant le patrimoine algérien à travers des clichés en noir et blanc et qui fige donc les clichés figent des instants de la vie quotidienne ou encore de beaux paysages du Sahara. Donc une belle exposition, un clin d'œil à cet artiste. Et enfin, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, le vernissage d'une belle exposition est prévu demain, jeudi, à partir de 16h. Il s'agit d'une exposition qui regroupe les œuvres de deux grands artistes algériens, Mustafa Adden et Monsef Guita. Voilà donc pour les expositions, pourquoi pas un tour ce week-end. Une petite rectification par rapport, donc on avait parlé du festival Imdrasan la semaine passée, donc il a été reporté au 10 mai, donc dans la ville de Betna, donc pas cette semaine, on reparlera bien évidemment et on donnera le programme. Tant que c'est reporté, pas annulé. Non, reporté au 10 mai. Monsieur Gelfi sera là pour nous en parler probablement. C'est ça. Et nous allons aussi parler du prix Abdelkrim Dali de la musique andalouse, la 3e édition cette année du concours national de la meilleure interprétation de chant andalou. 7 jeunes talents, rappelez-vous, sont en lice pour ce prestigieux prix. Alors, suivez bien Ibada, suivez bien. La soirée d'ouverture a eu lieu à l'Opéra d'Alger, Sayah. Et puis, les jeunes se produiront tout au long de cette semaine au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Voilà. Et enfin, la soirée de clôture aura lieu bien sûr à l'Opéra d'Alger, avec un beau programme qui est prévu. On en avait parlé la semaine passée avec beaucoup d'artistes algériens. Donc ça sera à l'Opéra Boualem Bsayah et l'entrée bien évidemment est payante et tout ça en respectant les barrières et les gestes bien sûr les gestes sanitaires. On va dire voilà, on est en plein Covid. Et on va finir avec la ville de Bni Abbas où on célèbre la journée internationale de la langue maternelle et de la semaine des langues africaines. Le coup d'envoi de plusieurs manifestations a été donné donc à cette occasion. Exposition artistique, exposition de livres également et de supports culturels et aussi la participation de plusieurs troupes folkloriques de la ville. Donc il s'agit de la ville de Bni Abbas, donc de belles manifestations pour marquer la journée donc de la langue maternelle. Voilà donc pour les activités prévues cette semaine et ce week-end. Donc bon, j'avais aussi des films, pardon, mais bon, donc la salle Cosmos, 3 projections à ne pas rater aujourd'hui. Pourquoi pas à 13h Uncharted, à 16h Marry Me et à 18h Uncharted en version originale. Très bien, donc, on voit bien que ça a bien repris, parce que c'est vrai que d'habitude il y en avait peu. Hein. Mais là, c'est juste que pour les salles, ils demandent le pass vaccinal. Vaccinal. Très bien. C'est vrai, il a toujours une information on va dire intelligente. Mais je l'ai vécu. Je voulais aller voir Uncharted, il y a un pass vaccinal, je me suis dit oh là là, je l'ai pas fait. Quel dommage. Donc merci. Et on voit bien que vous êtes bien sur Internet. Alors, on va continuer pour l'agenda culturel. Vous avez annoncé aussi l'émission de Mounia, non ?
Oui, bien évidemment. La reprise. Ah, je crois qu'elle a mercredi. Voilà, chaque mercredi. Dans l'agenda culturel, dorénavant, on va peut-être les annoncer, nos émissions de Canal Algérie. Alors, chaque mercredi, Mounia est là. Vous la retrouverez avec grand plaisir pour Ma famille, ma vie, et qui donne des conseils à chaque fois. Donc, nouveau souffle. Oui. Nouvelle. Un nouveau décor, on va dire, un nouveau décor, mais le principe reste le même. Toujours le même principe de Ma famille, ma vie. C'est une émission consacrée à la famille, donc c'est en 2 parties. Donc la première partie, c'est le débat, donc c'est là où on traite des sujets inhérents à la famille. Et puis la deuxième partie, c'est consacré aux rubriques. Donc une première rubrique conseils pratiques, où souvent un spécialiste vient donner des conseils pratiques aux parents, aux couples, aux personnes âgées aussi. Il faut pas, la famille, c'est du plus petit au plus grand. C'est très vaste parce que c'est vraiment donc des questions que tout le monde se pose chez soi. Exactement. Et donc vous avez donné énormément de conseils à toutes ces familles qui s'intéressent aujourd'hui à comment élever ses enfants, comment bien sûr réussir son couple aussi peut-être. C'est des questions. On en avait parlé l'année dernière, comment réussir son couple aussi. Se pose et vous avez un bon retour parce que vous êtes très présente aussi sur les réseaux sociaux. Donc les gens vous posent des questions, ça vous invite aussi à poser peut-être le débat et à en parler avec des spécialistes aussi qui viennent chez vous souvent. Exactement, c'est ce qu'on fait à chaque fois. On partage aussi le thème qu'on va aborder à chaque fois. Et puis, j'essaie de recueillir les témoignages, les questions des téléspectateurs, ceux qui peuvent nous envoyer des questions. Donc, on les recueille à chaque fois et j'essaie de les poser aux spécialistes. On essaie d'avoir les questions que, par exemple, chaque parent peut se poser concernant son enfant. Personnellement, je suis passée par là, donc j'avais pas mal de questions. Je me posais pas mal de questions aussi. Donc, je me suis aussi inspirée de ça pour faire l'émission. Et voilà. Voilà. Et les thématiques sont très nombreuses et variées, bien entendu. Alors, on va voir un extrait donc, de votre émission. Et bien sûr, pour annoncer le nouvel horaire et surtout cette journée qui est aujourd'hui le mercredi dorénavant. Vous retrouvez ma famille, ma vie. Regardez. Qui apporte la lecture des livres, l'analyse des données et l'adaptation en fonction des situations. On lui apprend aussi, c'est très important, le droit à l'erreur. Vous savez, tous les pédagogues aujourd'hui sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Les parents ont souvent tendance à... Non, c'est faux, il ne faut pas que tu rates, non, c'est pas comme ça qu'on devrait faire. On est souvent un peu à cheval sur ce genre de choses où on n'accepte pas vraiment l'erreur, on a plus l'impression que notre enfant doit être parfait. Oui, parce que notre mémoire aujourd'hui avec les neurosciences, pratiquement notre cerveau qui était avant une boîte noire, maintenant avec les neurosciences, il y a beaucoup de mystères qui ont été élucidés. Oui. On comprend mieux comment notre cerveau fonctionne. Maintenant, on sait que sans erreur, d'ailleurs on appelle ça le droit à l'erreur. Oui. Si on essaye de résumer un peu, comment l'enfant apprend? Il apprend par essai, d'abord mémorisation. Une fois il a mémorisé, répétition. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de répéter. Oui. Mais ce qui est très important, essai, erreur. C'est, on va dire, comme un enfant qui apprend à marcher. Il essaye de se mettre debout, il tombe, il réessaye. Nos amis les livres, c'est une belle thématique que vous invitez donc à partager avec les parents, les enfants. Exactement. Donc, ce soir, on va parler justement de comment faire apprécier la lecture ou comment faire apprécier la lecture ou comment transmettre, si on l'a, le plaisir de lire aux enfants. C'est pas toujours évident. Les parents se posent toujours des questions. À quel âge je dois commencer? Par quoi je dois commencer? Quel livre conseiller à mon enfant? Est-ce que la lecture, par exemple, de BD est intéressante ou pas? Donc on va répondre à toutes ces questions pendant le surtout qu'aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone et tout qui ont pris le devant. Quand j'ai un clin d'œil à notre ami Ahmed. C'est une perche tendue, voilà, c'est très difficile. Donc c'est une thématique très intéressante en tout cas qu'on aura à suivre ce soir. Exactement, c'est ce soir à 18h. Donc Ma famille, ma vie revient pour une nouvelle saison. Aujourd'hui c'est c'est la première émission. Donc tous les mercredis à 18h sur Canal Algérie. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux téléspectateurs cette année? Un nouveau décor déjà. Un nouveau décor et surtout des thématiques. Des thématiques intéressantes qui vont peut-être répondre à certaines questions que se posent tous les membres de la famille, on va dire. Ça ne sera pas dédié qu'aux enfants. Parce qu'on a tendance aussi à parler que d'enfants, mais c'est vraiment dédié à toute la famille. Très bien. Voilà. Et les invités et les rubriques, bien sûr, qui seront là pour, bien entendu, accompagner l'émission tout au long de l'année. Merci beaucoup, Mounia. Vous allez rester avec nous. Oui, on a hâte donc de la suivre ce soir. Et puis, on va parler tout de suite
de ce qui pourrait gâcher la lecture. Mais non, les réseaux arrêtez. sociaux. On peut lire des choses sur Internet. Bah oui, on peut lire. Oui, voilà. Je lis même les rubriques de Lilia. Mais non. Alors en fait, les internets, la rubrique de chaque mercredi dans le Bonjour d'Algérie, j'essaie de trouver ce qui peut être intéressant pour tout le monde, justement, comme le disait Mounia tout à l'heure, pour la famille, pour les enfants, pour tout le monde. Et justement, on parlait de quelque chose tout à l'heure, comment on peut construire un couple, comment on peut garder un couple en vie. C'est en général, on peut offrir des cadeaux, on peut penser à l'autre, mais pas seulement le 8 mars, pas seulement le 14 février, pas seulement les anniversaires. Après, on va commencer le débat, c'est tous les jours la fête, etc. Bon, on n'en finira pas. Mais bien évidemment, il y a des occasions durant lesquelles on aimerait trouver... Offrir des occasions. Et justement, trouver quoi offrir. Tout simplement, il y a des sites, il y a des pages sur Facebook, par exemple, donc Le Coin, Meilleur Pire Coin, ça va, etc. les étudiants, ils ont on a vu la semaine passée avec Samy, Aliouche. Mais par exemple, vous, Amel, Mounia, Lilia, quand vous voulez offrir des cadeaux à vos enfants... Je vais partager avec vous une information. Vendredi, je dois offrir un cadeau. Voilà. Exactement. Et une autre information, je dois cet après-midi acheter un cadeau d'anniversaire à mes filles. Bon, dans l'urgence, je sais pas, mais alors, comment on achète le jour même un cadeau d'anniversaire? Non, c'est pas le jour même, pour offrir pendant le week-end. On en parlera dans Ma famille, ma vie, dès que c'est un autre débat. C'est double anniversaire. Bon courage. Je crois que j'ai quelque chose pour toi dans quelques rubriques. Du coup, il y a d'un côté les pages Facebook. Alors en fait, il y a un système que les gens ne savent pas utiliser forcément. C'est que dans les pages Facebook ou dans les groupes, vous avez une question, tout de suite vous allez la poser sur le groupe ou bien sur la page. Alors qu'on peut aller dans la barre de recherche et taper notre question pour avoir d'autres questions qui ont déjà été posées au préalable et sans avoir à reposer nous-mêmes la question, à poster un nouveau statut. Ça, c'est juste le petit conseil sur les groupes. Ça, je suis sûre que Mounia a compris. J'ai compris, mais je le faisais pas. Ça, on l'oublie parce qu'on l'oublie. Mais franchement, on l'oublie. On pense tout de suite à poster la question. Voilà, on pense tout de suite à poser la question et on oublie que d'autres personnes ont sans doute déjà posé cette question et on peut trouver des suggestions. Ils peuvent taguer des pages, taguer des lieux dans lesquels on peut trouver tout ça. Et là, je propose 3 pages qu'on peut contacter, qu'on peut solliciter pour offrir des cadeaux. Il y a d'abord KS Broderie sur Instagram. Elle s'occupe des tanebrat. C'est des petits tanebrat ou de petits comme ça à grands comme ça. Personnalisé. Alors si on peut, c'est KS Broderie. Là, c'est la page Instagram. Vous pouvez trouver de tout, mais vraiment de tout. Généralement, c'est pour les naissances. Les gens veulent offrir des cadeaux pour la naissance, avec le prénom écrit, super joliment brodé, super joliment fait main, comme vous pouvez voir. C'est mignon, c'est très représentatif, nominatif, représentatif de ce qui se passe. Par exemple, là, c'est pour un mariage, même les cheveux avec des petits fils. Là, c'est super mignon. C'est personnalisé, c'est des gens qui demandent un modèle, ou alors c'est l'artisane qui propose des modèles. Là, c'est justement pour quelqu'un qui rentre de Umrah ou de Hajj. Et chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est un cadeau que j'ai commandé pour mon épouse. C'est le film d'animation Princesse Mononoke. Et c'est une demande que j'ai faite à l'artiste, à l'artisane. Je lui ai demandé est-ce que c'est possible. Elle me dit ok. On a vu le modèle, elle l'a fait, elle l'a confectionné, voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ce soir, c'est pas possible. Ça prend du temps. Je pense que pour un enfant de 4 ans, ça va pas. En plus, ça va rester. C'est des choses qui peuvent rester. Mais voilà, je préviens juste nos chers téléspectateurs, ça prend du temps pour faire des choses pareilles. Donc, mais ça ne vous empêche pas de commander, de lancer votre commande et de demander à la personne. C'est tout simple, c'est tout mignon, c'est tout joli, surtout quand c'est personnalisé. Quand c'est personnalisé. Donc on passe à une deuxième page et là on va dans le cosmétique. C'est DS Beauty Cosmétique. Alors cette page, tout simplement, comme son nom l'indique, beauty cosmétique. C'est pas un truc qui me concerne directement, mais voilà, c'est encore une fois, pour vous mesdames, en général, vous cherchez ce qui est bio, vous cherchez ce qui est bon pour la peau, ce qui est bon pour les cheveux. Et là, je vous assure que c'est bio. Bon, on peut parler du 100% des aides, du 100% local, parce que cette personne, elle est issue du pharma, elle est dans le domaine pharmaceutique, elle a fait des formations dans le dermo, justement pour apprendre tout ce qui est... par exemple, il y a parfois des recettes, des trucs qui fonctionnent pas, des mélanges avec le pH, ça peut être nocif pour la peau, pour le visage, et surtout selon les types de peau. Donc là, elle utilise une huile d'olive 100% algérienne qui est certifiée, et vous pouvez pas vous poser de question, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Non, c'est bon pour la santé, pour toutes les peaux. Après, il y a des parfums différents selon les choix. On va pas prendre parfum huile d'olive, parce que sinon, non. Vous inquiétez pas, il n'y a pas l'odeur de l'huile, surtout pour ceux qui ont...
Moi, je supporte pas l'huile d'olive, la râle. Même si elle est bonne pour la santé, la râle, quand j'étais petit. C'est très bon pour la santé. Je chante à doigt quand j'étais petit, du coup, j'ai un petit peu la phobie, oui. Je suis Il a été écœuré. Huilophobe, voilà. Mais huile d'olive, voilà. Et du coup, vous avez avec cette page la possibilité de commander des coffrets, des packs cadeaux. Peut-être que vous aurez l'occasion de trouver des coffrets pour le 8 mars. Et on rappelle, 8 mars, c'est pas juste la journée de la femme, c'est la journée de la lutte des droits de la femme. Mais pour nous, ça reste quand même une occasion pour offrir des cadeaux à nos épouses, à nos mères, à nos sœurs. Et vous aussi, entre vous, mesdames, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et il y a une troisième page qui s'appelle Red Rose, qui vient tout juste, mais vraiment tout juste de se lancer. Cette jeune femme est à Blida. C'est une artiste, c'est une artisane aussi, elle aime bien confectionner plein de petits bijoux, plein de petites babioles là. Voilà. Mais voilà, les premiers objets qu'elle a postés sur la page, il y a des colliers, il y a des boucles d'oreilles, il y a des bagues. Donc on est dans les internets, on est dans l'encouragement de tout ce qui est page, réseau et surtout des gens qui se lancent, des petits business comme ça qui peuvent les aider à vivre, à survivre. Je peux dire qu'aujourd'hui, les métiers d'artisanat, Internet ça aide beaucoup. Ça a explosé sur Internet. Que ce soit dans l'alimentation, donc tout ce qui est pâtisserie, le cosmétique, il y a beaucoup, bien évidemment les vêtements, parce que c'est des petits business qui se font comme ça, des commandes en ligne. Mais dans tout ce qui est personnalisé, c'est ça que j'aime bien, on peut vraiment offrir un cadeau personnalisé. C'est pas, on entre dans un magasin, donne-moi ce que tu as dans les étagères. Non, là, c'est vraiment, on ressent l'effort de la personne. Je dis ça, mais je sais plus pour me justifier. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Un cadeau, ça fait plaisir. Mais un cadeau personnalisé, je vous assure que ça fait encore plus plaisir. Et vous pouvez en témoigner toutes les trois parce que vous sentez que c'est vraiment orienté. C'est pas donne le cadeau. L'autre personne s'est bien cassé la tête pour faire le cadeau. Voilà, exactement. En tout cas, bon, Mounia n'a toujours pas trouvé son cadeau parce que c'est pas ce qui va plaire à ces petites filles de 4 ans. Lilia non plus. Bon, en tout cas, ce qui va suivre va plaire à vous. Le cadeau de vendredi, non, même pas. Alors, justement, ce qui va suivre va plaire à vos enfants. Officiellement. Et d'ailleurs, toi aussi, Lilia, on en a parlé la dernière fois dans les coulisses. Vous connaissez le profil. Ouais. Il y a une page sur. Bon, déjà, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Un toit pour chat, un chat pour toi. On est d'accord. C'est mignon. On est d'accord. Voilà. En parlant de chat, il y a un chat. Voilà. Ça c'est la photo. Ça c'est la photo du groupe. Ça c'est la photo du groupe. Si vous voyez cette photo, c'est le groupe dont je parle. Donc dans ce groupe, vous pouvez recueillir des chats, vous pouvez confier des chats, mais pas que des chats. Il y a aussi des chiens. De temps en temps, on ouvre la porte à tous les animaux. C'est pas que les chats. Mais si vous voulez recueillir vous-même, vous voulez soigner, vous voulez proposer votre aide, vous voulez proposer plein d'autres choses, des petits jouets. Parce qu'il y a aussi les jouets pour enfants, pour bébé chat, pardon. Et de l'autre côté, si vous, vos enfants, votre entourage veulent des animaux, veulent des chats, n'achetez pas, adoptez. C'est ça le slogan. C'est ça le slogan. Et le même slogan, on l'a dans une autre page sur Instagram qui s'appelle Hand Paw. Paw, c'est les pattes des chats et des chiens. Hand Paw des aides qui propose la même chose. Et le slogan qu'ils ont mis, j'aime beaucoup parce que adoptez, n'achetez pas. Voilà. Alors on a une vidéo, il paraît. Il y a plein de vidéos. Alors je ne sais pas ce qu'on va avoir. On va voir tout de suite selon le temps qu'on a. Vidéo. Voilà, selon le temps qu'on a, on va voir si on va tout passer. Mais il y a une autre page sur Instagram qui s'appelle Meowie Crush, dans laquelle vous pouvez trouver toutes sortes de vidéos mignonnes. Là, l'éducation d'un chat. L'éducation d'un chat. Je ne sais pas si c'est possible, si vous l'avez déjà fait, mais moi j'ai eu des chats toute ma vie. J'ai eu des chats toute ma vie. J'ai toujours vu les chats ouvrir les portes, etc. Ce chat-là, il fait le gros dos. Alors lui, il n'est pas du matin. On l'a réveillé. On peut le voir, voilà. Mais là, on voit une maman chat qui va gronder son bébé chat. Et qui va ensuite qui va remettre le lit en place. C'est incroyable. La même chose. Déjà les enfants, je vous le chat. Voilà. Impossible. Eh bien oui, apparemment si. Alors lui aussi, il n'est pas du matin le chat. Mais il va se faire agresser par un petit compagnon. Ah, on n'a plus, dommage, on n'a plus. En tout cas, je crois peut-être parce qu'on n'a plus de temps. C'est des petits feignants les chats. C'est des petits feignants, mais il y a des chats bien actifs. Bien actifs. Voilà, celui-ci, il n'est pas content. Voilà, là, j'ai écrit en bas, on ne le voit pas malheureusement, j'ai dit Raïs Mbolhi. De la concurrence peut-être. Ah ouais. Il attrape tout. Tous les coussins. Un pot, un coussin, un chapeau, tout ce qu'il y a sous la patte, justement. Il l'attrape. En général, ils aiment bien. Voilà, un autre gardien, Amel, un autre gardien. Celui-là, il est impressionnant.
Ah, le ralenti. Oh ben, c'est magnifique. Mais pourquoi nos chats ils font pas ça? Non, ceux qu'on a à la maison, faut pas aussi. Bah si, c'est marrant. Et pour finir, Amel, oui, pour finir, la vidéo de la semaine qui pour nous à la maison, elle a fait notre semaine. C'est un guitariste qui chante du blues avec son chat. Ah ouais. Voilà. C'est trop mignon, trop mignon. Moi, celle que j'ai vue cette semaine, c'est le chat qui fait la vaisselle. Ah ouais, non. Faites pas confiance à vos chats, s'il vous plaît, hein, parce que sinon, en tout cas, en tout cas, merci beaucoup, Ahmed. Merci pour cette présentation. Donc, les cadeaux, vous saurez tout où acheter vos cadeaux. Donc, sur Internet. Et en plus, même avec l'astuce du jour. Oui, la recherche sur les groupes, sur les pages. Ne repostez pas la question, cherchez dans la barre, il y a la petite loupe comme ça, exact. Vous tapez votre objet, votre question, vous avez des suggestions. Merci beaucoup. Merci Lilia. C'est moi, Amel. Merci Mounia. Bonne chance pour cette nouvelle saison. Et puis à très bientôt. Peut-être que vous ferez une thématique, si vous ne l'avez pas déjà faite, autour des animaux. Pour bientôt. Sans doute. Alors les animaux, les internets, je suis là, voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Bien sûr, on vous donne rendez-vous dès demain à partir de 8h du matin. Bonne journée à vous tous. Merci, au revoir.